Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la 11e vidéo de l'Avent du métronome. Mine de rien, on est presque à la moitié. Et avant toute chose, on commence à avoir l'habitude maintenant. On va ouvrir la 11e case de ce calendrier des bougies. Hop, 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 la 11, elle est là. Alors, voyons voir. Ambre précieux. Oh là, c'est bizarre. Oh, c'est très bizarre. Ça a une odeur un peu boisée. Et en même temps... Ouais, si, c'est carrément boisé. Ça sent l'homme. C'est particulier. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une odeur qui va bien en odeur d'ambiance, en fait. Une odeur de maison. Donc, comme d'habitude, elle va m'accompagner sur le tournage de cette vidéo. Elle est juste ici. Et bah, je dois dire que jusqu'à présent, sur toutes celles que j'ai pu faire brûler, la majorité de celles que j'ai déjà dévoilées, je trouve qu'elles ne sentent pas particulièrement fort, à tel point que la plupart du temps, personnellement, je sens pas trop leur odeur. C'est déjà arrivé que j'en apporte dans le salon où il y a mes parents, et du coup, eux, ils sentent, et ils me disent que bah, ça sent la bougie, ça sent l'odeur de la bougie, mais moi, je sens pas. Donc, est-ce que j'ai un problème avec mon nez, ou est-ce qu'on a tous des nez différents et on a besoin que ce soit plus ou moins fort pour le ressentir? Il y a peut-être un peu des deux. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, à part peut-être 2 bougies, j'ai pas particulièrement senti. Je crois que je sens toujours plus l'odeur du feu et de la mèche qui brûle que l'odeur de la cire elle-même. Assez bizarre. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur ma pile à lire ultime de 2024. Pour rappel, j'avais choisi 16 titres à lire en priorité sur l'année 2024 et j'ai pas encore regardé, mais je pense que ça s'est pas tout à fait bien passé. Mais bon, déjà je pense qu'avec le recul 16 titres c'était trop, c'est pour ça que pour l'année 2025 j'ai plutôt choisi d'en mettre 12, comme ça me fait une moyenne d'un livre par mois, c'est déjà beaucoup plus facile, plus raisonnable et plus facile psychologiquement finalement. Bref, on va y aller tout de suite parce que mine de rien 16 titres, il va falloir que je vous les présente et que je vous en parle un peu. Et le premier, je suis plutôt contente parce que non seulement je l'ai lu, mais en plus ça a été une très chouette lecture pour moi. C'est une lecture de non-fiction et en plus je l'ai toujours dans ma bibliothèque puisque c'était Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy. Non seulement je l'ai lu, mais en plus je l'ai prêté à un petit peu tout le monde. Ma mère l'a lu, une de mes collègues de travail l'a lu, je me demande s'il n'y a pas une de mes sœurs à qui je l'ai prêté ou alors l'une d'entre elles l'a carrément acheté et lu chez elle. Je sais plus, bref, j'en ai quand même pas mal parlé. Et ici c'est l'autobiographie de Janet McCurdy qui était une enfant star de la télé américaine qui va ici se confier largement sur sa relation assez toxique, très toxique même, qu'elle a eue avec sa mère. C'est donc une histoire vraie, tragique, mais Janet revient dessus aussi avec un regard d'adulte qui a commencé à suivre quand même une psychothérapie pour justement avancer. Et il est dit sur la 4e de couverture quand même qu'elle relate son histoire avec une franchise rafraîchissante et une bonne dose d'humour noir. Véritable ode à la résilience, à l'indépendance et à la joie de se laver les cheveux soi-même. C'est clairement en rapport avec une anecdote qu'elle relate justement ici. Jusqu'à ses 16 ans, Janet n'était pas autorisée à se laver toute seule. C'était sa mère qui la lavait. Donc vous imaginez un petit peu le degré de toxicité de la relation. Clairement une lecture que j'ai dévorée, que j'ai beaucoup apprécié découvrir malgré justement tous ces trigger warnings. D'ailleurs moi qui ne suis pas spécialement sensible à ça, personnellement les trigger warnings je m'en fiche un petit peu, je veux découvrir l'histoire quand même. J'avoue que j'ai été assez dégoûtée du nombre de fois où on parle de vomi. Je pense très certainement, et je vous l'ai déjà dit, que j'ai lu un nombre incalculable de fois le mot vomi et je pense que je l'ai même croisé assez de fois jusqu'à la fin de mes jours. Donc évidemment si vous avez des soucis de troubles alimentaires, je ne vous conseille pas de lire ce titre parce que Janet revient en long, en large et en travers sur ses propres problèmes et ça peut justement poser souci si vous êtes sensible à ça. En fait j'ai même l'impression que ça peut avoir un impact ultra négatif sur vous, donc si c'est votre cas, si vous êtes dans cette situation, prenez-le avec des pincettes et surtout n'hésitez pas à le reposer et à le laisser carrément tomber si ça vous met mal à l'aise. Pareil, si vous avez vous aussi une situation problématique avec votre maman, ça risque de vous poser souci et de vous rendre encore plus mal à l'aise. Donc surtout, n'hésitez pas, lisez-le s'il vous tente, si vous souhaitez découvrir l'histoire de Janet, mais n'hésitez surtout pas à le laisser tomber si c'est trop pour vous. Après ça, je vois que j'avais aussi glissé un 2e tome de duologie, donc ça me permettait de terminer une saga, et ça a été chose faite puisque j'avais décidé de lire en priorité donc en 2024 Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. C'est la suite de ce titre là, Celle qui devint le soleil, et donc j'ai lu
ce tome 2, que là aussi j'ai beaucoup aimé. Dans tous les cas, j'étais hyper contente de le découvrir. Je crois qu'il est sorti en début d'année et que c'était pour ça que je l'avais mis dans ma palle ultime. Je suis doublement contente de l'avoir lu, déjà parce que ça me permettait de terminer une saga et aussi et surtout parce qu'il est quand même énorme. Et dans cette duologie, c'est écrit tout petit. Un gros travail de patience avec moi-même. Bref, dans cette duologie, on est parachuté en Chine au XIVe siècle et on suit notre personnage principal, Zhu, qui au début de cette duologie est une jeune fille à qui on a prédit une destinée inexistante. Mais à son propre frère, on lui a déclaré une destinée qui illuminerait la Chine entière. Sauf que, il décède quelques jours plus tard. Zhu va donc prendre la place de son frère, l'identité de son frère et se faire passer pour lui. C'est un roman historique avec une petite pointe de fantastique puisque Zhu et d'autres personnages dans cette duologie ont la capacité assez mystérieuse de pouvoir voir les fantômes. Et les fantômes là, chez eux, ils sont pas très gentils. C'est aussi une duologie qui met la communauté LGBTQIA+, au cœur vraiment de l'histoire puisque Zhu, femme qui prend l'identité d'un homme, qui se fait passer pour un homme, qui se comporte comme un homme, qui prend vraiment cette identité, jusque dans ses relations les plus intimes, bah c'est clairement une manière forte de déclarer son soutien à cette communauté. Et en plus, on a aussi d'autres personnages qui font partie de cette communauté et qui ont leur importance malgré tout dans cette histoire. Je pense notamment au général Wu Yang qui est lui carrément le némésis de Zhu puisque c'est un eunuque et il haït tout simplement toute forme d'amour et toute forme d'identité sexuelle. J'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie mais je ne peux pas la recommander à tout le monde. Déjà par sa taille parce que même si ça paraît juste avec 2 livres être assez court, c'est quand même hyper dense, hyper fourni au niveau du world building, des batailles, des introspections des personnages, ça peut être beaucoup. Personnellement j'ai apprécié mais je sais que ça peut être redondant pour d'autres personnes. Après ça j'avais choisi aussi de glisser Hamnet de Maggie O'Farrell et alors celui-ci aussi je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu partiellement puisque ça a été un abandon et un abandon assez sérieux. Je sais que je ne reprendrai jamais ce titre. Ça faisait des années que je rêvais de le découvrir. J'avais entendu parler du style d'écriture de Maggie O'Farrell. J'avais entendu parler de cette histoire magnifique où on reprenait le destin de Shakespeare mais à travers l'histoire de sa femme et j'ai absolument pas été embarquée. Je crois que je suis quand même allée jusqu'à la moitié ou au tiers, je sais plus, en me forçant, en passant plus d'une semaine sur cette lecture et j'arrivais plus. Je sentais la panne de lecture arriver. J'arrivais pas à accrocher ni à l'histoire ni au personnage. Je trouvais ça juste extrêmement long pour rien et ça a été une grosse déception donc je l'ai laissé tomber. Et d'ailleurs tant que j'y suis, il y avait un autre titre de Maggie O'Farrell dans cette pile à lire ultime, c'était Le portrait de mariage et je ne l'ai pas lu tout simplement parce que ça m'a tellement rebuté de lire Hamnet que j'ai pas du tout aimé, que j'ai vraiment pas voulu me relancer dans un autre titre de cette autrice. Donc je l'ai même pas emprunté et je l'ai laissé tomber. Peut-être que je lui donnerai sa chance plus tard, mais c'est clairement pas une priorité à ce jour. Au début de l'année, je m'en souviens très bien, je l'ai lu en janvier et ça a été un coup de cœur phénoménal. J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai enfin découvert Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je me demande si je l'avais pas lu pendant un vlog. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans le i juste ici et dans la barre d'informations juste en dessous. Mais vraiment, c'est une lecture qui m'a bouleversée, qui m'a chamboulée, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je m'en souviens très bien, j'étais au milieu de mon salon en train de faire mon puzzle, à l'écouter en livre audio. Et je pleurais tellement que j'arrivais pas à voir les pièces de mon puzzle, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à me concentrer. Juste je chialais toutes les larmes de mon corps. Donc celui-ci non seulement je l'ai lu mais en plus ça a été un véritable coup de cœur et je me demande même si c'est pas ma lecture préférée de l'année. Ça m'a d'autant plus surprise que j'avais déjà lu un Taylor Jenkins Reid l'année dernière avec Les Sirènes de Malibu et même si j'avais entendu beaucoup de bien, bah pour moi ça avait été une lecture sans plus. Une chouette lecture mais pas un coup de cœur non plus. Et j'entendais tellement bien des 7 maris d'Evelyn Hugo que j'avais peur d'être trop hypée, que ce soit un titre beaucoup trop plébiscité et qui soit un véritable flop pour moi. Je suis contente de dire que ça n'a pas été le cas. Après ça, j'avais décidé de mettre un premier tome de trilogie qui a été publié en 2024. Du moins le premier tome est sorti début 2024 je crois, ou fin 2023. Et le deuxième tome est paru il y a quelques semaines,
Et puis je crois bien que le 3e tome est prévu pour 2025. C'est une saga qui existe en anglais depuis plusieurs années et qui est enfin traduite en français. J'avais vraiment hâte de découvrir ce titre et malheureusement ça n'a pas encore été le cas. Mais je le garde dans un coin de ma tête parce que j'ai quand même très envie de découvrir à la fois cet auteur et cette saga. J'avais donc glissé La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett et c'est donc le 1er tome de cette trilogie. Je ne me souviens plus le titre, honte à moi. Mais j'ai toujours envie de découvrir cette saga. Je veux pas trop en savoir plus parce que j'ai bien l'intention de la découvrir quand même assez rapidement en 2025. Je me souviens juste qu'on est dans un univers de fantasy avec des machinations politiques, un système social un petit peu particulier et des crimes à résoudre. Donc le 2e tome, La Cité des Lames, comme je vous l'ai dit, il est sorti il y a pas très longtemps et le 3e tome, dont je ne connais pas encore le titre en français, je suis quasi sûre qu'il est prévu en 2025, il me semble bien l'avoir vu justement sur l'Instagram de la maison d'édition. Donc j'ai pas encore prévu ma palle ultime de 2025, mais je pense que je vais remettre celui-ci justement. Ensuite j'avais aussi prévu de lire en priorité Babel de R.F. Kuang. J'ai l'honneur de vous dire que non seulement je l'ai lu, mais en plus il faisait partie de la sélection pour le prix Babelio dans la catégorie imaginaire et qu'en plus il a gagné le prix de cette catégorie. Donc je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. On est ici dans un roman, encore un roman historique avec une pointe de fantastique. Mais ici on est parachuté plutôt entre l'Angleterre et la Chine au 19e siècle. Et on suit un jeune chinois qu'on a prénommé Robin. Il est sauvé d'extrême justesse d'une maladie et expatrié en Angleterre pour pouvoir apprendre la linguistique et surtout la magie cachée derrière les mots. Et à travers ce roman, l'autrice dénonce le colonialisme, toutes ses dérives, tout en cachant ça derrière justement cette linguistique des mots, ce pouvoir des mots. Et je suis hyper contente de vous dire que je l'ai lu et je l'ai beaucoup apprécié. Après ça vient un titre que je considère comme lu, mais je l'ai abandonné celui-ci aussi. Décidément, cette palle ultime, elle a vraiment pas eu de chance. Je voulais lire, je voulais enfin découvrir Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Un titre plus ou moins autobiographique puisqu'il s'adresse à sa propre mère qui ne parle pas un mot d'anglais. Il lui écrit une lettre en anglais, mais elle ne parle pas du tout cette langue. J'ai lu 2 chapitres et je l'ai abandonné. Et là aussi, c'est un abandon sérieux. Je ne reprendrai pas cette lecture et je ne découvrirai pas d'autres titres de cet auteur. J'avais entendu parler de ce titre comme étant extrêmement beau, avec une plume magnifique, très poétique. J'ai rien compris. Le 2e chapitre, je m'en souviens très bien. On parlait à la fois, en même temps, hein, sur 2 chapitres, sur 2 paragraphes différents. Sur un paragraphe, on parlait de la grand-mère de notre personnage principal qui rencontrait un soldat. Et le paragraphe suivant, c'était des soldats qui voulaient manger un singe. Puis on revenait sur la grand-mère qui rencontrait un soldat. Puis on revenait sur les autres qui mangeaient le singe. C'était n'importe quoi. Ça n'avait ni queue ni tête. Je ne voyais pas du tout le fil rouge. Vraiment, ça m'a pas plu et j'ai laissé tomber. Et je suis contente d'avoir laissé tomber. Bref, sinon, je voulais aussi absolument lire cette année Son odeur après la pluie. C'est écrit par Cédric Sapin-Defour. Et là aussi, c'est un roman de non-fiction puisque l'auteur nous parle de sa relation avec son chien qui était un bouvier bernois. J'adore les chiens, j'adore les bouviers bernois. Et je sais que ce livre m'aurait fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je le sais d'avance, tout simplement parce que c'est l'histoire justement de cette relation entre cet homme et son chien, mais son chien meurt. Donc je me doute qu'on parle aussi de l'après, du deuil de ce chien. C'est quelque chose qui me touche énormément, donc je sais parfaitement que j'aurais été extrêmement émue. Mais je ne l'ai pas encore lu. Ceci dit, ça ne veut pas dire que je ne le lirai jamais. Au moment où j'aurais pu le lire, où j'aurais pu enfin le découvrir cet automne, puisque je voulais surtout le lire cet automne, je pense que c'est un titre à lire pendant cette saison. J'avais vraiment pas envie de lire un truc comme ça. Donc je l'ai laissé de côté, je l'ai un peu oublié. Et je pense que je le lirai un jour, peut-être pas en 2025, je sais pas encore quand. Mais voilà, pour le moment c'est plus trop ma priorité, c'est pas forcément le genre de livre que j'ai envie de lire en ce moment. Un autre 1er tome de trilogie que j'avais glissé dans cette palle ultime de 2024, c'est un titre en VO, c'est The Justice of Kings, c'est écrit par Richard Swan. Je l'avais mis principalement en espérant très fortement que ces titres auraient été traduits pendant l'année 2024. Mais ça n'a pas été le cas. Et de toute façon, ça n'a toujours pas été annoncé par aucune maison d'édition, sauf si j'ai loupé l'information. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Et même s'il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit que je pourrais le lire en anglais et comme ça je pourrais enfin découvrir cette trilogie qui me fait extrêmement envie, je sais très bien que je risque de louper pas mal de petits détails si je reste dans sa version en anglais. Donc
je pense qu'il vaut mieux que je continue d'attendre une version française. Et j'espère très fortement que ce sera le cas un jour. Je croise les doigts pour que ce soit les éditions Léa qui s'en occupent parce que je pense que ça correspond pas mal à leur univers. C'est une trilogie dans laquelle on suit un justicier, mais qui, si j'ai bien compris, occupe à la fois le poste d'enquêteur, de juge et de bourreau. Donc une justice assez arbitraire. Bref, on suit ce personnage-là dans ce monde de fantasy et on découvre des complots, des machinations dans ce système politique ultra élaboré. J'ai très envie de le découvrir, mais rien qu'avec cette petite présentation, je me doute bien que si je le lis en VO, je risque de louper des choses. Mais clairement, s'il sort un jour en français, il sera dans ma palle ultime de cette année-là. Ensuite, je voulais aussi lire Les Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia. Il a été publié en tout début d'année chez Brajlon et je voulais le lire parce que j'avais déjà lu un titre de Silvia Moreno Garcia, c'était Mexican Gothic, que j'avais beaucoup apprécié. Et j'avais entendu des échos quand même assez mitigés sur ce nouveau titre. Mais bon, je voulais à tout prix le découvrir puisqu'on parlait mythologie aztèque dans le Mexique des années 20. Donc pour moi, on était parachuté vraiment dans cette ambiance des années folles, mais version mexicaine. Je voulais absolument découvrir ça. J'ai lu le titre et je suis toujours en attente de découvrir le Mexique des années 20. Donc c'était pas du tout une lecture pour moi. Je pense que les amateurs et amatrices de romantasy, ça peut beaucoup vous plaire, mais moi je suis carrément passée à côté. Je voulais aussi lire If We Were Villains de ML Rio et c'est chose faite, je l'ai lu au mois de septembre et là je suis sûre et certaine que je l'ai lu pendant un vlog, donc je vais vous mettre le lien aussi dans la barre d'informations et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je le redis, je pense que ce titre-là, dans quelques dizaines d'années, il sera considéré comme un classique moderne de la littérature. On y suit notre personnage principal Oliver qui fait partie d'une troupe de comédiens qui suit des cours de théâtre autour de Shakespeare à leur université. C'est leur cursus, c'est le théâtre de Shakespeare, ils n'étudient que ça. Et ils ne jouent que des pièces de cet auteur. Mais l'un d'entre eux va mourir et c'est Oliver qui se retrouve en prison et on découvre justement cette histoire racontée par Oliver qui s'adresse à l'inspecteur de police 10 ans plus tard. Donc on a une double temporalité, à la fois le présent où Oliver nous raconte son histoire et 10 ans plus tôt où on recolle les morceaux de ce puzzle. Alors je peux pas dire que j'ai adoré ce titre, mais au plus j'y pense, au plus je me dis que vraiment c'est un chef-d'œuvre. Hyper bien écrit, hyper bien construit, haletant, on se pose 1000 questions, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, qui on peut croire. Du génie. J'avais glissé un autre titre en anglais dans cette pile à lire ultime de 2024 et entre-temps il est sorti en français, mais je l'ai lu en anglais juste avant sa sortie. C'est Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt et le titre en français c'est De si remarquables créatures. Là aussi un roman qui m'a marqué, qui m'a bouleversée. On y suit plusieurs points de vue et l'un de ces points de vue c'est la pieuvre qu'on retrouve sur cette couverture et c'est clairement mon point de vue préféré. Dans cette histoire on suit Tova qui est une femme de ménage qui travaille de nuit à l'aquarium de sa ville. C'est une dame âgée, je crois qu'elle va sur ses 70 ans ou elle vient de les passer. Elle a perdu son mari il y a quelques mois et il y a 30 ans, elle a perdu son fils qui est porté disparu en mer. Et un jour, elle va faire la rencontre de Marcellus, qui est le poulpe qui vit dans l'un des aquariums de son travail. Et Marcellus le poulpe, il est très intelligent, mais surtout, il sait ce qui est arrivé au fils de Tova. Non seulement on va suivre la relation entre Tova et Marcellus, mais aussi la relation que Tova va nouer avec d'autres personnages au fil de notre lecture et d'autres personnages qui vont entrer en scène. Je dois dire que l'intrigue en elle-même, que la révélation, elle ne m'a pas marquée puisque je m'en doutais. On la voit venir, mais c'était tellement beau que j'en ai pleuré, j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais aussi et surtout, comme je vous disais, Marcellus, personnage préféré, chapitre préféré, puisque le poulpe nous analyse, nous humains, et c'est assez drôle. Celui-ci aussi, je l'ai lu pendant un vlog, donc pareil, vous allez le retrouver dans la barre d'infos. Après ça, encore un titre que je n'ai pas lu, que je procrastine depuis un peu trop longtemps. La Maison des Feuilles. C'est écrit par Mark Z. Danielowski et alors vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais c'est un pavé et moi je le sens surtout au poids. Il me fait mal au poignet en fait, rien qu'à le tenir comme ça. Je sais que c'est un roman bizarre qui fait peur. Alors déjà par sa taille et son poids, par son format aussi très bizarre, mais aussi par son histoire parce que si je me souviens bien on a 3 niveaux d'histoire différents qui se mélangent les uns les autres et j'avoue que ça me fait peur parce que j'ai peur de perdre le fil et de rien comprendre. Et en même temps, je crois que c'est typiquement le genre de livre dans lequel il faut accepter de ne rien comprendre, de le lire et tous les morceaux vont se recoller à la fin et on aura la vue d'ensemble.
Il faut juste que je me lance, en plus, je crois savoir que c'est un roman qui peut faire peur. Personnellement, je suis une grosse poule mouillée, donc c'est aussi pour ça que je le procrastine. La Maison des Feuilles, je l'ai dans ma bibliothèque depuis le jour de sa sortie. C'était en 2022, si ma mémoire est bonne, donc ça date. Et voilà. Il faut que je me lance un de ces jours. Peut-être qu'il faudrait que je le lise pendant une lecture commune ou avec quelqu'un, mais il faut que ça soit fait un jour. En 2024, je voulais aussi continuer à découvrir Brandon Sanderson. Je n'ai lu que 2 titres de lui et je sais que ce ne sont pas des titres vraiment représentatifs de son œuvre et de son univers. J'ai lu 13 de la Mère Émeraude et Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. J'avais pas beaucoup aimé le premier et j'avais bien mieux aimé le deuxième, ce qui est une unpopular opinion, je le sais, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bref, dans tous les cas, comme je vous le disais, je sais que l'un comme l'autre, ce sont des titres qui ne sont pas forcément appropriés pour prendre la mesure de l'ampleur du génie de Sanderson. Donc je voulais commencer à découvrir cet auteur un peu plus en profondeur et je voulais le découvrir justement avec Warbreaker, qui est apparemment une des meilleures portes d'entrée pour découvrir l'univers Sanderson. Et c'est toujours pas fait. Mais ce n'est que partie remise. Là encore, ce n'est pas un abandon de ma part. Je me lancerai un jour. C'est juste que je me suis pas lancée en 2024. Peut-être en 2025. J'ai quand même bon espoir, même si j'ai déjà un peu prévu un peu trop de choses au niveau découverte. On verra bien. Et enfin, le 16e titre qui était dans cette pile à lire ultime de 2024, c'était là aussi un dernier tome de saga. Donc clairement, je me poussais à terminer des sagas. Et je l'ai lu, donc j'ai terminé une saga. C'était le 3e tome de l'Empire d'écume, écrit par Andrea Stewart. C'était La guerre aux éclados. Et là aussi, je l'ai lu. C'était un peu un tome qui tout double pour moi, puisque j'avais adoré le premier tome de cette saga. Et j'avais vraiment pas accroché au deuxième. On était parti dans une direction qui ne me convenait absolument pas, puisqu'il y avait une histoire d'amour entre 2 personnages qui s'installaient et moi j'étais comme mais pas du tout, mais qu'est-ce que vous faites? Et j'avais bon espoir qu'on ait une révélation en mode oui, alors vous pensiez qu'ils étaient amoureux, mais en fait non, c'était pour tromper votre monde. Mais ça n'a pas été le cas. Ceci dit, c'était un tome en mode chouette lecture pour moi. Ça n'a pas été une aussi grosse déception que le tome 2, mais ça n'a pas vraiment relevé le niveau de la saga pour moi, à tel point que j'ai unhaul la saga. J'avais les 3 titres dans ma bibliothèque et je les ai vendus parce que je voulais pas la garder. Je savais très bien que j'allais pas la relire, donc j'ai préféré m'en séparer. Bon, et ben mine de rien, si je fais le bilan, sur ces 16 titres, j'en ai lu 10, mais sur ces 10 titres, il y a eu 2 abandons et 2 titres qui m'ont assez déçue. Et sur les 6 titres restants, il y a quand même Génial, ma mère est morte, Les 7 maris d'Evelyn Hugo et Remarkably Bright Creatures qui m'ont fait pleurer, qui m'ont bouleversée. Il y a quand même aussi If We Were Villain que, comme je vous l'ai dit, je considère comme un futur classique de la littérature. Et Babel qui, malgré sa popularité, a été une très bonne lecture pour moi. Donc mine de rien, j'ai quand même l'impression que oui, c'est un bilan un peu mitigé, mais les bonnes lectures que j'ai faites ont été des très bonnes lectures, des lectures marquantes. Par contre, celles qui ne m'ont pas plu, elles m'ont genre vraiment pas plu. Et sur celles que je n'ai pas faites mais que je prévois quand même de lire plus tard, peut-être même en 2025, il y a quand même donc La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett. Je veux absolument découvrir cet auteur. Il y a toujours Warbreaker parce que je veux continuer à découvrir Sanderson et je veux le découvrir correctement. Donc ça, ce sont des titres pour lesquels je suis un peu déçue de ne pas avoir eu le temps de les lire, mais c'est pas grave. Pour Son odeur après la pluie et The Justice of Kings, eh bien c'est plutôt la faute à pas de chance, puisque pour le premier, je n'ai juste pas trouvé le bon moment par rapport à mon mood de lecture, et le second, eh bien je préférerais quand même le lire en français et ça n'a toujours pas été traduit. Et enfin, le dernier, c'est Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. Je n'ai absolument aucun regret de ne pas l'avoir lu, et au plus j'y pense, au plus je me dis que je ne le lirai jamais, tellement j'ai vraiment pas accroché au premier titre de l'autrice. Donc vraiment aucun regret. Je suis plutôt contente finalement de ce bilan, mais j'espère que je ferai mieux quand même en 2025, ce qui devrait pouvoir être faisable, puisque comme je vous le disais en intro de cette vidéo, en 2024 j'avais quand même mis 16 titres dans ma palle, et en 2025 je prévois d'en mettre 4 de moins, et donc de passer à 12 titres, ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable. Il ne reste plus qu'à choisir ces 12 titres. Bon, et maintenant, la question du jour c'est: quel a été votre titre top priorité à lire en 2024 et est-ce que vous l'avez lu? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous ne souhaitez pas laisser un long commentaire, vous pouvez toujours me laisser l'emoji chien
en hommage à son odeur après la pluie, que je n'ai pas encore lu mais que j'espère découvrir un jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et on va justement s'atteler à faire un point saga, toutes les sagas que j'ai lues en 2024. Je vous dis à demain, bye bye.